Alors, je tiens à préciser que, qu'importe la qualité du produit et qu'importe vos performances sur le marché, votre produit et votre service vont passer par ces étapes. C'est pour ça que vous allez parfois voir certains produits, comme par exemple, vous allez voir un jus, à un moment donné, on change la bouteille, alors que le contenu est presque le même. Ce n'est pas parce que les gens ont commencé à dire que la bouteille, ça ne me plaît pas. Non. C'est parce que le cycle de vie, à un moment donné, va commencer à décroître. Et pour pouvoir faire en sorte que ça remonte, il faut absolument apporter une touche nouvelle. Il faut innover continuellement. C'est pour ça que dans toutes les entreprises sérieuses, il faut toujours un département qui fait de la recherche et qui fait du développement pour pouvoir innover à tout moment. Parce qu'à un moment donné, qu'importe votre performance, votre produit va commencer à décroître. Pourquoi décroître? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont entrer en jeu. Il y a des gens qui vont voir ce que vous faites, qui vont faire la même chose. Il y a des gens qui vont faire la même chose à des coûts plus faibles. Il y a des gens même en interne dans votre entreprise qui vont vous faire des coups bas en interne. Il y a des gens qui vont commencer à se lasser du produit ou du service. Il y a de nouveaux produits qui vont venir sur le marché, qui attaquent les mêmes cibles pour les mêmes problématiques et qui sont plus performants. Donc, vous ne pouvez pas rester avec le même produit en vous disant que pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, vous allez gagner toujours beaucoup d'argent avec le même produit. Ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir à un certain moment donné que vous vous dites, comment est-ce que je fais pour rebondir? Et là, le mot innovation doit être au cœur de tout ce que vous faites. C'est pour ça qu'il faut analyser votre activité, analyser le comportement de votre produit sur le marché, parce que c'est de ces analyses que vous allez trouver des éléments clés qui vont vous permettre de pouvoir apporter une touche de fraîcheur. Donc ça, c'est le cycle de vie d'un produit. Alors maintenant, les 3 leviers de la distribution. Premier levier. Alors désormais, nous sommes dans une ère où vous ne pouvez plus vous en sortir en vendant des produits et des services de mauvaise qualité. Ça ne fonctionne plus. Vous ne pouvez pas avoir un produit et un service qui est de piètre qualité. Et dans notre ère actuelle, vous fonctionnez de manière fulgurante. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, avec Internet, les gens utilisent un produit. Ils font un direct pour dire que le produit est mauvais. Parce qu'avant, il y avait juste la télé. Donc les gens voyaient la télé, ils partaient, ils consommaient, c'est du n'importe quoi. Ils parlaient seulement à ses voisins ou au quartier. Aujourd'hui, quelqu'un consomme un produit, ou il est même en train de consommer. Il fait un post pour dire que c'est du n'importe quoi. Et directement, c'est vu partout à travers le monde. Donc, si vous avez 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes qui font ça, c'est que votre produit va disparaître. Ça ne peut pas fonctionner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'un des premiers leviers d'une distribution efficace, c'est d'avoir au moins un produit et un service de qualité. C'est la raison pour laquelle, si vous n'êtes pas capable au début de faire un service de très grande qualité, vous pouvez produire de petites quantités afin de faire analyser par une cible spécifique pour améliorer la qualité avant de passer à une échelle plus importante. Si vous passez à une échelle importante avec un produit de mauvaise qualité, je peux vous dire que ce sera fatal. Deuxième chose, c'est la communauté. Je l'ai déjà expliqué. Et la troisième chose, c'est la formation. Ça aussi, j'ai déjà expliqué. Alors maintenant, les 10 erreurs à éviter, c'est pratiquement par là qu'on va terminer. La première erreur, c'est de faire plusieurs métiers à la fois. J'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir dessus. Comme le fait de produire, distribuer, faire le marketing, vendre et faire tout en même temps. Deuxième erreur, la rupture de stock. Ça ne doit jamais arriver. Vous devez toujours pouvoir l'anticiper. Ça doit arriver dans des situations extrêmes, sauf si c'est une stratégie. Parce que la rupture de stock peut aussi être une stratégie pour analyser le besoin d'une cible par rapport au produit. Ça se fait en général avec des jeux vidéo. On le fait régulièrement. C'est-à-dire qu'on va créer une rupture de stock virtuelle pour voir le besoin des gens avant de faire revenir le produit sur le marché. Ou parfois, on peut communiquer sur un produit qui n'existe pas sur le marché afin que les gens cherchent et ne le trouvent pas. Ça crée la frustration. Ils ne font que voir de la communication dessus. Ils cherchent le produit, ils ne trouvent pas. La communication ne fait que s'amplifier. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. Et lorsque c'est fait pendant un moment très long, dès que le produit vient sur le marché, ils ont l'impression qu'il faut tout prendre maintenant. Parce que s'ils ne le prennent pas maintenant, peut-être il n'y aura plus jamais ça.
Il y a une marque qu'il a fait avec brio au Cameroun. Qui connaît le aux îles. Alors, troisième élément, c'est d'ignorer les facteurs humains. Alors, ignorer les facteurs humains, c'est d'ignorer le fait que vous devez former continuellement votre personnel, former les personnes qui doivent vendre, former vos collaborateurs. En fait, imprimer le logiciel du produit et de la marque dans la tête de toutes les personnes qui tournent autour de ce produit ou de ce service. Négliger les facteurs culturels, on en a parlé, il y a le contact humain. Par exemple, en Afrique, le contact humain sera toujours beaucoup plus important que toute autre forme de contact. C'est pour ça que les gens achètent moins en ligne. Moi, il y a une expérience que j'ai menée avec le site internet de la Startup Academy. Alors, dans le site internet de la Startup Academy, on a mis l'API de Orange Money et de MTN Mobile Money parce qu'on s'est dit, OK, comme il y a déjà ces moyens de paiement, les gens pourront directement payer en ligne pour avoir les formations, les livres, etc. Et l'analyse que j'ai faite, c'est que c'est une étude vraiment amusante. On a mis un logiciel qui permet de tracer les personnes dans le site internet pour savoir exactement où elles vont, comment est-ce qu'elles se comportent dans le site, les pages sur lesquelles elles restent le plus, etc. Et on s'est concentré sur les personnes qui veulent acheter un produit ou un service, notamment les livres ou les formations, le coffret VIP, etc. On s'est rendu compte que les gens viennent dans le site, du moins ceux qui veulent acheter, ils viennent, ils choisissent ces produits, ils mettent les produits dans le panier, ils vont dans le panier, ils valident l'achat, ils remplissent toutes les informations, ils choisissent le moyen de paiement, parfois Orange, parfois MTN. Et dès qu'ils arrivent là où il faut valider, ils sortent du site. Et vous savez ce qu'ils font après? Ils contactent en inbox un des numéros, WhatsApp ou Orange. Du moins Orange ou MTN, qui était sur le Orange Money, MTN Mobile Money. Ils écrivent sur WhatsApp, bonjour, comment vous allez? Il dit bonjour. Je veux acheter le jeune entrepreneur africain. Combien ça coûte? 10 000 francs. Est-ce qu'on peut payer par Orange Money? Oui. À quel numéro? Ce numéro. Le nom, c'est qui? Le nom, c'est tant. La personne paye, il envoie la capture. Je viens de payer. Je fais comment pour avoir le livre? On lui envoie le livre. C'est extraordinaire. La personne veut avoir un contact humain avec la personne.